Nous allons donc poursuivre et terminer cette matinée avec l'intervention de Monsieur Martin, donc, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS et au CRAP de Rennes. Il est auteur et co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Ceux qui sont référencés là sont assez anciens, donc je vous invite à aller voir plus loin dans des ouvrages beaucoup plus récents, ce qui n'empêche pas la valeur de ces ouvrages antérieurs. Paul Martin est un sociologue qui nous intéresse aussi particulièrement parce que il a conduit un certain nombre de travaux qui s'intéressent à la famille, au sociétal, au lien entre les deux, à la façon dont ils peuvent s'influencer l'un et l'autre. Et donc, par rapport à un thème comme l'argent, je pense que sa présence est tout à fait utile. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je suis friand depuis de nombreuses années des rencontres entre les cliniciens et d'autres représentants des sciences sociales. Peut-être en partie, même si c'est un côté frères ennemis, parce que j'ai commencé moi ma formation par la psycho. Donc j'ai fait un 3e cycle de psycho à l'époque. J'ai mis longtemps donc à me rendre compte que je ne serais jamais psychologue. Il m'a fallu du temps pour réaliser que c'était peut-être mieux pour les autres de ne pas le devenir complètement. Mais en tous les cas, du coup, cette formation de psycho de l'enfant, de l'adolescent, et le travail que je faisais à l'époque, qui est prescription dans les années 70 sur les crises du développement à l'âge adulte, laisse probablement une trace qui fait que ce dialogue avec la clinique m'intéresse. Mais évidemment, ça n'est pas de ma trajectoire dont je vais vous parler, même si des vieux ouvrages qui sont mentionnés vous donnent une idée de par quoi j'ai commencé comme sociologue dans le courant des années 80. En effet, le premier bouquin publié sur les questions familiales portait sur les familles monoparentales. D'ailleurs, nous n'avions pas choisi ce titre-là. Il nous a été donné. Nous parlions, nous, plutôt des ménages monoparentaux. Parce que ce ne sont pas, comme chacun sait, les familles qui le sont. Dans la majeure partie des cas, les hommes ne sont pas morts, les pères ne sont pas morts, donc les ménages sont monoparentaux, mais pas les familles. Donc j'ai rencontré au fond cette thématique de la famille par une question qui croise non seulement les difficultés des liens familiaux, mais aussi la question des ressources. Puisque si les familles monoparentales étaient une question pour les pouvoirs publics et pour les professionnels dans le courant des années 80 et le début des années 80, c'était principalement, bien sûr, parce qu'il y avait des conséquences économiques des séparations et des divorces, comme il y en avait eu d'ailleurs du veuvage précédemment, des conséquences économiques qui fragilisaient au fond les conditions sociales d'insertion, d'indépendance de ces ménages qui étaient principalement des ménages portés par des mères avec leurs enfants. D'ailleurs, à l'époque, on parlait de façon beaucoup plus débridée des mères seules, quand on n'osait pas, évidemment, parler des mères célibataires, ce qui était une façon, comme disait mon ami Nadine Le Faucheur, de disputer avec cette expression les derniers barreaux de l'indignité féminine aux prostituées. Les mères célibataires, au fond, étaient des fautives. C'est comme ça qu'on les stigmatisait dans les années 70. Donc, ce que je voudrais essayer de faire dans le temps que j'ai, c'est d'essayer moi aussi de rentrer dans la problématique de l'argent et de la famille et de ramener en quelque sorte la famille. Et ce que je vais retrouver très bien avec l'intervention précédente, c'est bien sûr les questions de polarité et les illusions de polarité entre, bien sûr, l'amour, l'affection d'un côté et les intérêts, les liens économiques de l'autre. Puisque c'est bien un des fils rouges, on pourrait dire, de
manière dont nous pensons les relations entre la famille et l'argent, c'est de penser, ou de tenter de penser, ce que l'on a beaucoup opposé et éventuellement rendu comme incompatible. L'amour n'aurait-il rien à faire avec l'intérêt? L'intérêt n'aurait-il rien à faire avec l'amour? Au fond, c'est quand même un peu à ça qu'on a été nourri, et probablement depuis, dans la culture catholique ou chrétienne de manière générale d'ailleurs, depuis que l'Église nous a proposé cette vision. Il suffit d'aller assister à un mariage à l'Église pour voir qu'on ne parle que d'amour. C'est vraiment le sujet. C'est le sujet. Alors, ce qui va être commun, c'est bien sûr cela, c'est-à-dire de montrer que, en particulier, ma discipline, mais l'anthropologie avant elle, et la sociologie économique tout à fait, avec des auteurs comme Viviana Zelizer, qui s'est faite la spécialité, au fond, de montrer les intrications absolument considérables entre l'amour, l'affection et les liens économiques. C'est son sujet. Elle a publié dans ses derniers travaux, justement, des analyses extrêmement serrées des décisions judiciaires et des arbitrages d'une grande complexité qu'imposent des situations aussi variées que la spoliation de couples homosexuels après le décès d'un des partenaires du couple dans l'attentat du 11 septembre, ou bien les décisions qui confinent vraiment à de ne pas transmettre en héritage à ses enfants et préférer au fond l'aide ménagère qu'on a eue sur la dernière période de sa vie. Donc elle a des analyses de cas comme ça, où elle montre comment se fabriquent des liens économiques qui sont aussi, bien entendu, des liens affectifs. Donc cette intrication, c'est son objet sur cette interpénétration. On peut d'ailleurs dire que en sociologie, c'est quelque chose qui a été repéré presque de très longue date. On sait que, pour ce qui est du conjugal, les relations familiales et les relations conjugales et les relations matrimoniales se structurent en partie comme un marché. Il y a un marché matrimonial. Il suffit de lire des annonces hier de ce qu'on appelait les annonces du chasseur français pour voir que, en effet, les indicateurs de votre valeur matrimoniale sont déclinés de façon extrêmement explicite. Les indicateurs esthétiques, financiers, culturels, économiques, enfin bon, il y a à peu près tout en 5 lignes. Qu'est-ce que vous valez? Combien vous pesez? Quel est votre atout? Quels sont vos atouts? Avec des atouts qui sont variables selon le genre. Bien entendu, une femme n'est pas obligée de mettre en avant les mêmes atouts qu'un homme. Et d'ailleurs, on peut même imaginer une sorte d'équivalence, c'est-à-dire la rencontre improbable entre la belle et le financier. C'est-à-dire, bon, la belle femme peut rencontrer quelqu'un qui va être plutôt mieux placé à l'échelle des revenus parce que précisément elle a des formes de la valeur qui lui sont assignées. Donc on sait que ça existe. On est parfaitement conscient de cette équation. Elle est niée en partie parce que, bien entendu, elle dénature la polarité qui nous structure. Quand on parle d'amour, en amour on ne compte pas, tous les adages que vous avez mentionnés, évidemment, sont là comme le fond de scène. Et il n'y a pas de valeur de l'amour si l'amour est complètement pollué de l'intérêt. Or, c'est évidemment une illusion qui peut être extrêmement préjudiciable, puisque même quand on n'en a pas conscience, les démographes, les sociologues ont longtemps montré, bien entendu, que comme c'était structuré comme un marché, on peut aussi voir que c'est structuré par des réseaux sociaux qui fait que l'espace de la rencontre et évidemment les assemblages conjugaux sont homogames. On choisit quelqu'un qui se ressemble, s'assemble. Ça continue de fonctionner. Pas seulement d'ailleurs parce qu'on pense qu'on ne peut pas aller contre la nature sociale de l'équivalence de position dans les échelles de stratification. On ne peut pas mettre une femme aisée, éduquée, etc. avec un homme de milieu populaire ou l'inverse qui ne marche pas plus. Donc l'idée de l'homogamie, c'est aussi les espaces de rencontre. Nous sommes socialisés pour rencontrer ceux qui nous ressemblent. Voilà.
c'est fait comme ça. La structure est ainsi faite. Et puis c'est aussi oublier ce que, évidemment, l'anthropologie, alors là, pour le coup, nous montre depuis que l'anthropologie existe. Et probablement depuis qu'on sait ce qu'est le fonctionnement des sociétés dites traditionnelles, où la question du mariage a été tout sauf une affaire d'amour. Enfin, c'est quand même absolument clair. Il n'y a pas besoin de remonter à la nuit des temps pour savoir que la question de l'alliance a d'abord été conçue comme le moyen de structurer la perpétuation des lignées et de garantir les accumulations patrimoniales. L'idée du mariage arrangé, voire même du mariage obligé, l'idée de la femme qui est destinée à, c'est d'abord des familles qui s'assemblent via le mariage. Les individus n'ont pas à s'aimer, ça n'est pas la question. Ils ne se connaissent pas. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est avec qui des lignées sont-elles susceptibles de s'allier, de s'assembler. Et on voit bien que là, l'anthropologie, par l'échange des femmes, a permis de voir comment se structurent d'ailleurs et se stratifient les sociétés. On fabrique, au fond, du social grâce à cette jonction anthropologique qu'est l'alliance. C'est formidable d'imaginer que l'histoire de l'anthropologie, c'est finalement nous raconter l'histoire de ces alliages, qui sont des alliages sociétaux, sociaux et en grande partie des alliances économiques. Donc il n'y a pas d'étanchéité. Il y a au contraire une énorme intrication. Et les liens conjugaux sont aussi des liens, en effet, économiques, bien entendu. Et puis, tout se décline de la même manière, c'est-à-dire, y compris, j'ai envie de dire, la production. Bien sûr, on pourrait faire la sociologie du monde agricole, du monde rural, de la boutique, de tous les milieux économiques et sociaux, pour voir que la famille, ou en tous les cas, les structures familiales, sont aussi des structures de production. Et nous sortons d'un monde dans lequel, évidemment, la famille était d'abord une structure de production. Donc on est obligé de garder en tête que de là d'où nous venons, pour comprendre là où nous sommes passés et ce que bouscule énormément, bien entendu, nos modes de production actuels. Car le temps de la famille, structure de production, dans la ferme, dans la boutique, dans l'alliance des milieux qu'on appelle les indépendants, est évidemment le passé. Nous sommes devenus une société salariale. C'est en cela, je crois, qu'on doit se mettre à réfléchir, et c'est ce que je voudrais essayer de vous proposer, sur le monde dans lequel nous sommes entrés avec l'explosion du salariat, qui est une formidable transformation. En tous les cas, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que ça a beaucoup de conséquences sur les questions qui nous intéressent ici en matière de vie familiale. Qu'est-ce qu'a produit le salariat? Et de voir qu'elle est évidemment à la fois une révolution extrêmement vertueuse, cette condition salariale, pour un point que je dis tout de suite parce qu'il est extrêmement structurant, c'est une formidable révolution d'impact sur la famille par l'accès des femmes au travail salarié et à la condition salariale qui est lue aujourd'hui comme une condition, protectrice. Il ne viendrait à l'idée de personne de penser le salariat comme ce qu'était le salariat à sa création, c'est-à-dire la pire des conditions. Celui qui n'avait rien, celui qui n'avait pas de propriété, celui qui n'avait pas de lendemain, celui qui ne savait pas de quoi demain serait fait. Je vais donc être amené à faire référence beaucoup à quelqu'un à qui je dois beaucoup du point de vue de ma formation, alors même avant que je l'ai rencontré parce que je le lisais beaucoup, puis qui est devenu le directeur de ma thèse, et qui a au fond écrit une formidable histoire du salariat et de la société salariale. C'est Robert Castel, et parmi les références, s'il y en avait une que peut-être je défendrai ici, ça n'est pas tant d'ailleurs de mon fait, mais enfin en tous les cas c'était un ouvrage que nous avons pu faire ensemble avant que Robert Castel ne décède, qui est une sorte d'hommage, mais un hommage à la manière de Castel, c'est-à-dire en manière d'échange. Ça n'est pas un mélange comme le font les juristes, où on fait l'apologie d'une œuvre. Évidemment, ceux qui y contribuent sont plutôt
proches de sa pensée, mais pas tous. Et l'objet de cet ouvrage est de faire aussi la critique des chantiers qu'il a laissés ouverts. C'est un ouvrage qui s'intitule « Changement et pensée du changement », échange avec Robert Castel, et je regrette de ne pas vous l'avoir indiqué, parce que peut-être qu'il aurait été utile. Et je vais vous parler d'un texte que j'ai fait dans cet ouvrage, que j'ai co-dirigé avec Castel, à peu près 1 an et demi avant sa mort. Donc il est sorti il n'y a pas si longtemps, et on fêtera l'anniversaire de sa mort en mars prochain. Et je crois que cette façon de poser les rapports entre famille, argent, famille, ressources, pose une question qui, pour les cliniciens, est importante sur ce qu'est la nature du changement auquel nous avons eu affaire. Et d'une certaine façon, quand on met en regard ce premier levier de changement, qui est anthropologique, qui est le changement du travail, la perspective de Castel, c'est de faire une sociologie du travail, hein, et de faire une histoire, d'une certaine façon, de cela, avec un mécanisme de changement majeur qui est l'avènement de la société salariale, la mutation de la condition du salarié, avec ce passage du celui qui n'a rien, qui ne possède au fond que sa force de travail qu'il vend au jour le jour, qui ne sait pas de quoi est fait le lendemain, à la condition salariale d'aujourd'hui, qui est venue avec le développement de la protection sociale comme une condition de protection collective contre les risques de l'existence, et qui fait que le salaire vous apporte plus que la rémunération du travail. Il vous apporte aussi quelque chose qui est intrinsèquement lié au travail, qui est de pouvoir maintenir votre revenu si vous ne pouvez pas ou êtes écarté du travail. Ça montre que dans cette condition salariale, ce que Castel appelle les supports, il y a le moyen de subvenir à nos besoins parce que l'on a une propriété sociale qui n'est pas la propriété des biens, la propriété de la maison, la propriété de la terre, ce qui vous faisait une protection contre le lendemain, qui était d'être propriétaire. Et bien là, avec la condition salariale, nous avons une propriété sociale. Donc pour lui, le changement, c'est ça. C'est la grande transformation de Polanyi. C'est cet ouvrage visionnaire, hein, de l'immédiate après-guerre de Polanyi, d'une part, et puis l'idée que Castel, il nous fait une seconde transformation aujourd'hui. D'une certaine façon, il dit, il se passe depuis qu'on parle de crise, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70. C'est pas une crise au fond, c'est une métamorphose. C'est-à-dire, nous changeons de monde. Alors, ce changement, c'est celui dans lequel nous sommes précipités, et qui s'accélère, et qui est mondialisé, et qui est global, et qui effectivement est très dur à saisir. Qu'est-ce qui va rester, hein, de ce qu'a été cette grande transformation que dessinait Polanyi, cet avènement de la société salariale et cet écueil sur lequel nous sommes, qui fait que depuis maintenant une quarantaine d'années, nous sommes en train de changer de monde. Hein, changer ce qui était notre socle. Donc, premier épicentre, le changement dans la sphère du travail et de l'emploi. Et il faut bien mettre les deux, le travail et l'emploi. Et puis, l'autre question, celle des cliniciens, qui est de dire, quand on parle de famille, excusez-moi, mais il n'y a pas que le travail et l'emploi. Il y a ce qui se passe dans l'épicentre de cet autre noyau de changement, qu'est la famille elle-même. Les cliniciens auraient plutôt tendance à dire, et peut-être certains anthropologues, c'est une question que j'adresserai à ma collègue, est-ce qu'on considère qu'il y a deux épicentres du changement auquel nous avons à faire face ? Le changement du monde du dehors, le changement du monde du travail, le changement de la conception du rôle de l'État, le changement de la protection sociale, le changement de la vision de l'État protecteur, d'une part, le changement de la sphère privée, le changement des liens primaires, le changement de la famille, d'autre part. Eh bien, ce que je voudrais défendre, c'est que je ne peux pas trancher, évidemment, sur le fait qu'il y ait deux épicentres, complètement. Mais je suis tenté de dire qu'en réalité, j'ai tendance à penser que le premier niveau de changement, c'est celui de la sphère du travail, de l'emploi, qui affecte la famille. Au fond, la famille, c'est un résultat, si vous voulez. Les sociétés ont la famille qu'ils méritent. Donc il faut, et c'est peut-être en cela qu'il y a un intérêt à avoir comme ça un anthropologue et un sociologue en face, principalement, j'imagine, de cliniciens, c'est de dire tout ce que vous voyez dans le poste d'observation qui est le vôtre,
qui est l'observation des liens conjugaux, familiaux, intergénérationnels, dont vous voyez bien qu'il se passe des choses, dont nous avons toutes sortes d'indicateurs. Hein. C'est quoi les changements familiaux? Incontestablement, oui, la famille des 30 Glorieuses, entre guillemets, qui est un épiphénomène historique extrêmement court. Hein, quand on regarde ça sur le temps long, et a fortiori avec le regard de l'anthropologue, c'est-à-dire non seulement le temps long, mais les variations culturelles et spatiales des agencements familiaux à l'échelle de la planète. La famille des 30 Glorieuses, père, mère, enfant, qui est une structure, j'imagine, importante pour vous qui êtes systémiste, père, mère, enfant, dans une même unité domestique, est un épiphénomène. Enfin, en tous les cas, c'est un moment. Et c'est un moment assez court. Donc, ça explose d'une certaine façon. Enfin, ça explose, pas complètement, hein. Ça se transforme singulièrement. Ça s'est bousculé. On a un cycle de vie qui ne marche pas du tout à la même vitesse. Au fond, la description de ce qu'étaient les caractéristiques de cette famille, de nos grands-parents, ou de nos parents, pour ma génération, versus la famille d'aujourd'hui, incontestablement, beaucoup de choses ont changé. On se marie beaucoup plus tard, on se marie plus rarement, on a moins d'enfants, on n'est pas obligé de se marier, hein, c'est sûr. On se sépare, on a des trajectoires plus complexes, on a une famille qui est comme une espèce de flux un peu amibien, c'est-à-dire qui garde ses liens, mais en même temps qui les complexifie. Les réseaux ne sont pas de même nature, d'ailleurs ils sont moins localisés. Enfin, il y a beaucoup de choses du point de vue de la transformation de la famille dont on peut voir les indicateurs dans le bilan démographique annuel qu'on fait régulièrement. Et les cliniciens sont tentés de dire, c'est là que ça se passe, le changement. C'est-à-dire, il y a bien sûr le monde extérieur, et puis il y a ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire les liens. Moi, mon idée, c'est qu'en réalité, ce qu'il y a dedans, c'est la réverbération de ce qui se passe dehors. La famille est modelée aujourd'hui parce que sont nos conditions de travail et d'emploi, les ressources qui circulent, les obligations plus ou moins acceptées qui sont déclinées de solidarité mutuelle, c'est l'entraide qui vient compenser parfois la réduction de ce que sont les ressources fournies par l'extérieur, et en même temps, ce que l'on voit, c'est les injonctions incroyables qu'il y a à être de plus en plus des individus dans la famille. Et de ce point de vue, on pourrait dire que l'épicentre apparent de la transformation de la sphère privée et de la sphère familiale, c'est le changement de la condition économique, sociale et politique des femmes dans la famille. Au fond, ce qui a changé, qui fait que la famille d'aujourd'hui n'est pas la famille des 30 Glorieuses, qui n'avait vraiment pas toutes glorieuses, puisque c'est aussi la période qu'on a déclinée tout à l'heure avec ce qui a forgé une partie de nos formations, c'est-à-dire l'anthropologie marxiste ou la sociologie marxiste, en tous les cas une vision qui n'était pas totalement enchantée de ce qu'était l'avènement du capitalisme. Donc cette société des 30 Glorieuses avait une famille des 20 Glorieuses, puisque ça va commencer à se transformer avant la crise. C'était le modèle Monsieur Gagne-Pain et Madame au foyer, ou Madame qui fait tout, ou Madame qui fait le reste, en tout cas tout le reste. Mais l'idée, c'est que on avait une famille qui était le résultat d'un moment historique important, dans lequel la cellule familiale père-mère-enfant était, principalement fondée sur le mariage. On ne s'était jamais marié aussi nombreux et aussi tôt. On rentrait assez vite, en tout cas, dans le conjugal par le mariage. C'était une famille qui était stable parce que le divorce était relativement rare, les séparations étaient rares, elles sont restées à peu près au niveau de 9 à 10%, jusqu'au milieu des années 70. C'est une famille qui était féconde, hyper féconde, après un siècle de pénurie démographique qui est devenu un problème politique, puisque précisément on n'avait pas assez d'enfants pour faire face à ce qui étaient les enjeux de l'époque.
qui n'étaient pas que des enjeux économiques, puisque c'était précisément les enjeux des conflits. Les différentes guerres, qui ont toutes été interprétées, pour ce qui était des défaites ou des victoires, comme étant aussi les résultats de la puissance de la nation qui se mesurait à la taille de sa population. Regardez ce qui s'écrivait après la Première Guerre mondiale, pour comprendre qu'on était évidemment totalement effrayé de voir qu'il y avait 2 millions de naissances en Prusse ou en Allemagne, quand il n'y en avait que la moitié en France. Après la défaite de 1870 et la grande saignée de 14, vous imaginez les craintes que ça prodiguait dans la puissance publique. Ou bien ce que les démocrates disaient en montrant d'une façon absolument arithmétique que si la France avait eu le niveau de fécondité de l'Angleterre tout au long du XIXe siècle, elle n'aurait pas eu, en 1914, 40 millions d'habitants, mais 100 millions d'habitants. Vous voyez, ce genre de questions étaient évidemment tout à fait d'actualité. Donc on a une famille qui est solide et fondée sur le mariage, qui est stable avec un divorce rare et fortement stigmatisé, qui est effectivement hyper féconde après une longue période de pénurie démographique, puisque en France comme ailleurs, il y a le baby-boom, et enfin une famille qui est en réalité fondée sur un pacte de genre, un contrat de genre, profondément inégal. Profondément inégal, Monsieur Gagnepin, chargé dans le monde extérieur de procurer les ressources pour faire vivre son unité domestique, et des femmes qui font le travail de reproduction, pour l'essentiel. Un travail non rémunéré, gratuit, en quelque sorte, qui est à la fois le travail domestique, mais aussi le travail de soins, le travail sur autrui, le travail avec autrui. Et c'est cela qui va être bouleversé par l'avènement du travail des femmes. Alors, dans cette idée que je voudrais donc défendre, c'est comment a-t-on pu négliger dans les interprétations des changements familiaux le caractère déterminé par la transformation du monde du travail et de l'emploi. Pourquoi, au fond, a-t-on pensé que ça fonctionnait comme deux épicentres séparés ? Un de ceux qui a vu le plus tôt cette analogie, c'est peut-être un sociologue que d'ailleurs Castel aurait beaucoup aimé rencontrer de son vivant et avec qui il aurait aimé échanger, qui est Norbert Elias. Parce que Norbert Elias avait lui aussi détecté très tôt cette relation entre les relations familiales et le reste de la société. Voilà ce qu'il écrivait dans un texte de la fin de sa vie, Norbert Elias. Je le cite. « Les relations familiales sont souvent présentées comme le fondement de toutes les relations sociales de l'être humain. Mais c'est une erreur, ajoute-t-il. La structure familiale, c'est-à-dire la forme socialement établie de relations entre l'homme, la femme et l'enfant, évolue en corrélation avec et correspond à la société plus vaste dont elle fait partie. Les changements dans les relations entre individus en leur qualité de parents et d'enfants, ou même de mari et de femme, en somme de membres d'une famille, sont indissociables des changements dans les relations entre individus en tant qu'habitants d'une ville, aux citoyens d'un État. » En le lisant, on acquiesce assez facilement, parce qu'en effet, comment ne pas penser qu'il y a quelque chose comme un résultat du monde dans lequel nous avançons. Donc il y a une détermination par l'extérieur. Et je crois qu'une des difficultés pour faire la part des polarités dont on parle, amour, intérêt, famille, relations privées, argent, c'est aussi penser les changements dans la famille d'un côté, les changements dans le monde extérieur de l'autre, et leur profonde intrication. On a de la peine, du coup, à penser ensemble ces deux mécanismes. Et je vais prendre quelques exemples de cette intrication. Le premier de ces exemples, c'est évidemment ces travaux que je faisais dans les années 80 sur les ménages monoparentaux. Ce que l'on ne disait pas assez,
c'est que il y avait à ce moment-là quelque chose comme les effets d'une promesse non tenue. Quelle était la promesse? Pourquoi les ménages monoparentaux ont donc changé un peu de statut dans les années 80 par rapport à l'accablement et à la stigmatisation dont on affublait les mères isolées dans la période antérieure et beaucoup plus loin dans le temps encore, tout ce qui accompagnait comme discours l'idée de la faute, de ce qu'avaient commise les mères seules, à qui on faisait avouer dans les douleurs de l'accouchement le nom de celui qui lui avait fait ça, précisément parce que l'enjeu c'était de leur trouver un père à ces mômes qui arrivaient sur une terre dont on pensait qu'elle n'était pas là pour l'accueillir. Ceux qu'on laissait d'ailleurs mourir assez souvent, qui était encore une des meilleures solutions possibles, ou qu'on laissait abandonner et qu'on transportait d'un hospice ou d'un hôpital à un autre, en les envoyant. L'important à ce moment-là était de les baptiser, c'est-à-dire qu'ils deviennent des petits anges dans le ciel. Au moins ça, c'était une forme de politique. Donc il s'est passé quelque chose qui a fait que les familles monoparentales, d'abord on leur a attribué le titre de famille, ce qui n'allait pas de soi. C'était une incroyable reconnaissance, tout à fait imprévisible quelques années auparavant. Eh bien la promesse, c'était bien sûr que quelque chose se tramait de l'ordre de l'émancipation. Je crois qu'on a une autre polarité qui va de pair avec ce qu'a été la promesse de la société salariale, c'est que, en rentrant sur le marché du travail, une promesse d'accès à la citoyenneté pleine et entière pour les femmes a été énoncée. On peut d'ailleurs faire déjà là une note. Est-ce que c'était une revendication des femmes seulement, ou est-ce que c'était une demande de la société du moment? Pour une bonne part, le travail des femmes, y compris sur le mode de la condition salariale, le travail des ouvrières, a d'abord été une demande de travail qu'on a adressée aux femmes. On a eu besoin de faire travailler les femmes. On les a d'ailleurs mises au service de l'économie de guerre dès la guerre de 14, et c'est probablement là qu'a commencé le processus de transformation de la condition des femmes, c'est leur accès au travail. Non pas seulement comme une revendication, mais comme une sommation. On les a envoyées au boulot, on les a envoyées au travail, on les a mises dans les usines. On leur a fait fabriquer des obus, et leurs petites mains étant presque jugées plus performantes que celles des ouvriers à l'époque, puisqu'elles ont servi l'économie de guerre. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. C'était une revendication, mais c'était aussi, au fond, une imposition. Donc la promesse, c'était que derrière le salariat des femmes, dont on verra au cours des années 60 et 70 les effets progressifs, il y avait une logique d'émancipation. Une logique d'émancipation. Car ces femmes, en travaillant comme des salariés, comme des ouvrières, en n'étant plus des épouses d'agriculteurs, des épouses d'artisans, des épouses de commerçants, mais des femmes détentrices de droits propres en matière de protection sociale. Elles ont obtenu des supports, comme disait Casper, des droits sociaux. Eh bien, en faisant cela, elles sont devenues des citoyennes avec une citoyenneté sociale. N'oublions pas, la citoyenneté politique et civique datait pas de bien longtemps, puisque c'était, au fond, une décision tardive en France, très tardive par rapport à beaucoup d'autres pays, leur donnant le droit de vote. Donc il y a quelque chose comme un processus extrêmement vertueux d'individualisation, de possibilité pour les femmes de devenir des individus individualisés, ayant, au fond, des soutiens, des supports, leur permettant d'être des individus et non pas simplement des épouses d'eux. Des épouses d'eux. Donc ça, c'est la promesse. Et en même temps, bien entendu, qu'on a eu cette promesse, on a vu se développer le fait qu'on ne restait pas nécessairement enfermé dans la vie conjugale et familiale. On n'était pas enfermé dans le mariage. Et qu'on pouvait aussi, probablement un effet de l'amour et du désamour, estimer que notre vie ne s'arrêtait pas avec le mariage, dans le malheur conjugal ou dans le désamour, ce qui était la condition de leur mère. Peut-être il y a là d'ailleurs un mécanisme très important, qui est le mécanisme de la succession des générations,
génération de femmes, puisqu'elles sont, à mon avis, plus le moteur du changement que les hommes en la matière, qui a trait, non pas à la reproduction de la condition des femmes d'une génération à une autre, mais pratiquement un effet de balancier un peu inverse, c'est-à-dire des femmes qui vont, au moins pour la période contemporaine, chercher à se définir comme femmes en ne reproduisant pas le destin de leur propre mère. En matière de fécondité, c'est assez probant, par exemple. Les grands-mères qui vont être plutôt malthusiennes vont générer les mères qui vont faire le baby-boom, qui vont générer les mères qui vont combattre pour la maîtrise de leur corps et la maîtrise de leur fécondité, qui vont générer des femmes qui n'ont pas à faire ce combat et qui, à nouveau, vont peut-être avoir une fécondité supérieure à la période immédiatement précédente. Vous voyez, ces alternances-là, c'est l'idée que ce n'est pas la reproduction à l'identique d'une génération à une autre. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que cette promesse d'émancipation, cette promesse d'avènement des individus individualisés, ayant la possibilité de choisir et d'atteindre peut-être une promesse démocratique qui est de permettre à chacun, au fond, d'énoncer une partie du cours de l'histoire collective de la place qu'il occupe, cette promesse n'est pas tenue car les conséquences de cette émancipation sont extrêmement inégales et les effets du divorce en ont été la preuve. C'est-à-dire l'avènement de la montée du divorce qui a généré la thématique des familles monoparentales, ça a été aussi la reconnaissance de la casse que représentaient ces situations de rupture conjugale. Conséquences économiques, conséquences relationnelles, conséquences affectives, conséquences sur les enfants, qui sont devenues au fond l'écueil. Mais ce que l'on constate, et ce que je constatais, moi, dans les années 80, à l'époque où nous travaillions sur ces questions de divorce, ou ce que j'ai fait dans l'ouvrage L'après-divorce, ça a été de voir qu'il y a des inégalités incroyablement accentuées de ces expériences devenues tout à fait banales et ordinaires. Non, le divorce n'a pas les mêmes conséquences, un, selon le genre, deux, selon les milieux économiques qui sont concernés. Donc, les effets de l'épreuve que représente le divorce a des effets qui sont très inégalement répartis. Et c'est là où je parle de promesses non tenues. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'on a une autre polarité qui nous rend l'explication difficile. La polarité entre émancipation, contrainte, émancipation, reproduction, individualisation et, au fond, reproduction sociale. C'est ça. On voit qu'on est pris entre ces deux manières d'interpréter ce qui a permis aux individus d'avoir de plus en plus de choix et de devenir de plus en plus indépendants, au moins par hypothèse, et autonomes, et une promesse qui n'est pas tenue. Et c'est à cela que nous sommes aujourd'hui, je pense, confrontés d'une façon extrêmement aiguë avec le ralentissement économique, avec la précarisation croissante, avec la perte, au fond, de la protection du statut de la société salariale, du statut de salarié, avec une vie de plus en plus flexible. Elle est flexible dans la vie privée, les aléas des trajectoires conjugales et familiales, et elle est surtout flexible du point de vue de notre position sur le marché du travail. Donc là, maintenant, on pourrait se demander si on n'est pas dans une nouvelle étape et nouvelle phase. Voilà un exemple que je pourrais vous donner de cette détermination par ces effets de structure, ces nouvelles épreuves. Aujourd'hui, la question, c'est peut-être moins celle des conséquences de la séparation et du divorce, et bien sûr, il y a encore des conséquences des séparations et des divorces en matière d'appauvrissement et de fragilisation des ménages, des trajectoires et des enfants. Mais c'est le fait que le monde dans lequel nous sommes fait que nous n'avons plus, pour une partie de la population, accès même au divorce. C'est-à-dire, les ménages ne se séparent pas. Dans les années 80, nous avons travaillé sur les trajectoires, justement, conjugales, où on avait rencontré ce qu'on a appelé à l'époque, avec les anglo-saxons, les anglophones, les living together apart. Les couples qui ne vivent pas ensemble, pour des raisons d'emploi, ou pour des raisons de recomposition familiale. C'est-à-dire des couples qui se pensent comme des couples,